Donc vous êtes sans doute au courant de ce qui se passe en Tunisie avec surtout la montée de boucliers de nos bons penseurs et bien penseurs français et d'autres européens. Mais on va se concentrer sur ce qui se passe en France. Et pour se remettre dans le contexte, on va revenir sur un article du 19 février 2023 qui était sorti sur Mediapart. Et il s'étonnait que la mort d'une fillette retrouvée échouée sur une plage suscite l'indifférence générale. Le corps d'un enfant a été retrouvé sur une île de l'archipel de Kerkena, au large de Sfax, en décembre dernier, dans la même position que le petit Alan Kurdi en 2015. Mais contrairement à lui, sa photo n'a pas fait le tour du monde ni engendré la moindre réaction politique. Un silence qui en dit long sur la banalisation des naufrages en mer. Et peut-être, je dis ça comme ça, peut-être que le fait que nous ayons à quelques centaines de kilomètres une guerre où tous les jours des dizaines de personnes perdent la vie, qu'on a eu des photos somme toute assez hardcore, qu'on a des bâtiments tombés, que foncièrement, eh bien oui, c'est bien dommage pour le corps de cet enfant, c'est bien dommage que des personnes se retrouvent à s'échouer sur des plages puisqu'ils sont embarqués dans des embarcations qui, somme toute, ne sont pas adaptées, qu'ils ont financées avec leur argent, des passeurs complaisants leur octroyer des informations fractaires. Bon, vous allez par là, et puis il y aura sûrement un bateau qui va vous récupérer. Et puis les accidents, les fatals accidents arrivent. Donc c'est une mise en contexte, on va dire. Là, c'était juste pour vous dire un petit peu l'ambiance déjà initiale dans les médias français bien pensants et moralisateurs concernant la Tunisie. La terreur se répand en Tunisie dans l'indifférence internationale. Bon, cela, comme je l'ai dit, ne m'étonne pas outre mesure, puisque somme toute, les problématiques internationales, justement, sont nombreuses. Et que on a, par définition, des sujets qui nous touchent plus. C'est vrai que ce qui se passe à l'Est nous intéresse plus que ce qui se passe au Sud actuellement, mais c'est l'actualité qui prime, donc c'est pas nous qui faisons l'actualité, on subit l'actualité. Un collectif d'avocats, d'intellectuels et de journalistes, parmi lesquels Eva Joly, Edgar Morin, Daniel Cohn-Bendit et Khadija Riadi. Déjà, on prend un joli panel. Alors, Daniel Cohn-Bendit, Dany le Rouge, Dany, j'aime aussi les enfants. Khadija Riadi, on connaît. Edgar Morin, celui-là je ne le connais pas. Et Eva Joly, écologie, voilà, quoi, que dire d'autre. En tout cas, tout ce petit monde dénonce dans une tribune au Monde le durcissement de la répression dans le pays. Il s'inquiète aussi de l'absence de toute réaction de la part de la communauté internationale. Voyez, là, on est le 27 février et ça fait écho à ce qu'on avait vu dans l'article de Mediapart quelques jours plus tôt. Il y a comme qui dirait, je ne dirais pas un montage intentionnel, mais somme toute, il y a un montage intentionnel. Tribune. En octobre 2021, les signataires de cette tribune s'alarmaient de l'instauration d'un pouvoir autocratique en Tunisie, bâillonnant la moindre voix contestataire. Une réaction de la communauté internationale à la mesure de la gravité des atteintes aux droits de l'homme était instamment réclamée. Plus d'un an après, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, s'est dit le 14 février préoccupé. Il est préoccupé, pour le moins, par les arrestations d'opposants. L'ensemble de la société civile est indistinctement frappé par les mesures arbitraires prises par le pouvoir et par une justice aux ordres. Responsables politiques, journalistes, avocats et magistrats. Les tribunaux militaires sont également amenés à juger les civils et les hôpitaux psychiatriques sont parfois utilisés comme des lieux de détention. Un climat de terreur a été instauré dans l'indifférence sidérante de la communauté internationale.
La Tunisie, dans une situation financière critique, dont la population souffre de l'inflation et des graves pénuries, s'enfonce dans la dictature. Je sais pas, moi ça me parle, je sens l'écho de la situation française. Un parlement fantoche. Le président de l'autorité électorale, Farouk Boursiaker, annonçait un taux de participation provisoire surestimé et pourtant dérisoire de 11,3% au deuxième tour des législatives. Donc un désintérêt total, en tout cas majoritaire de la population. Là aussi, je sens comme un écho à la situation française, contre 8,8 au premier tour. Non seulement les Tunisiens ne croient pas à un parlement ainsi rendu fantoche, mais leur abstention massive sanctionne avec une rare éloquence la politique du président Kais Saïed. Alors, comment peut-on déterminer l'abstention en France ? Est-ce que c'est pareil parce que le parlement est fantoche, arbitrairement dirigé à coup de 49-3 ? Je ne sais pas. Ces résultats électoraux confirment la déconfiture de ces discours populistes. Les arrestations arbitraires fondées sur des motifs toujours plus ubuesques, dont celle le 11 février du militant politique Kayam Turki, sont aujourd'hui devenues un instrument de légitimation par la force plutôt. La purge s'étend également aux hommes d'affaires, aux motifs fallacieux de la lutte anticorruption. Fallacieux, il faut voir les dossiers. Le régime invoque des accusations bâties de toutes pièces, brandies comme des épouvantails: terrorisme, complot contre la sécurité, intelligence avec une force étrangère, pour compter sur la crédulité de la part infime des citoyens qui la soutiennent. La stratégie de la manipulation, dont Kais Saïed est si friand, n'échappe à personne. Peut-être elle n'échappe à personne, mais je vous entends lever les bras au ciel. Et après, la Tunisie en proie à une flambée des violences racistes. Ah mon Dieu. Tunis, les personnes d'origine subsaharienne sont la cible de discrimination encouragée par la rhétorique gouvernementale. Donc là, nous sommes le 27. En fait, tout s'enchaîne délicieusement, vous remarquerez. Arrestation, expulsion des hébergements, agression, licenciement sans préavis. Une véritable chasse à l'homme a lieu en Tunisie depuis mardi dernier. Sont visées les personnes à la peau noire. Le président de la République, Kais Saïed, a ouvert les vannes d'un racisme décomplexé lors d'un conseil national de sécurité consacré aux migrants subsahariens présents en Tunisie. Dans le communiqué publié dans la soirée du 21 février, le président de la République indique qu'il existe un arrangement criminel préparé depuis le début du siècle plutôt, pour changer la composition démographique de la Tunisie. Ah, ça sent le grand remplacement, cette histoire. L'objectif serait de transformer la Tunisie en un pays africain n'ayant aucune appartenance arabe et islamique. La Tunisie compte entre 30 000 et 50 000 migrants subsahariens, soit moins de 0,5% de sa population. Tous ne sont pas illégaux. La Tunisie autorise un séjour de 3 mois sans visa aux ressortissants de plusieurs pays africains. Donc un bon nombre sont étudiants, etc. Somme toute, l'argumentaire et les problématiques elles appellent un écho en moi. Mais bon, continuons. Alors, le grand remplacement version Tunisie. Donc c'est des articles tronqués évidemment. Le grand remplacement version Tunisie, lettre du Maghreb. Le président Saïed a heurté les Africains en s'en prenant aux subsahariens présents en Tunisie. Un choc. Tunis ne répond plus. En 15 jours, la capitale s'est volontairement isolée sur la scène régionale et internationale. Sous l'impulsion du président Saïd, la police a mis en prison une quinzaine d'opposants à son régime, provoquant la réaction inquiète de Paris. La France exprime sa préoccupation face aux récentes vagues d'arrestations et appelle les autorités tunisiennes à veiller au respect des libertés individuelles et de la liberté publique, notamment la liberté d'expression. De l'Allemagne aux États-Unis, qui ont déjà réduit leur coopération militaire, l'Union européenne demeure plus ambiguë, tributaire de 27 États membres. Bruxelles reprend la main. Tunis est inscrit sur l'agenda. On ne saura pas la suite. Mais on ne sait pas pourquoi le grand remplacement. Mais disons qu'il y a, comme qui dirait, et là ça datait aussi du 26 février.
Alors, l'Obst y met sa petite graine, donc 28 février, on y est encore. La Tunisie a vécu une expérience démocratique unique dans le monde arabe, consacrée par un prix Nobel de la paix en 2015, mais la belle vitrine se brise, aujourd'hui sous le poids d'un populisme présidentiel régressif. Oh, la régression. À défaut d'avoir trouvé son équilibre post-révolutionnaire, la Tunisie perd ses repères. La dignité scandée lors de la chute de Ben Ali est aujourd'hui bafouée par les déclarations de son actuel successeur, Kais Saïd. Un homme d'État, ça s'empêche, pourra paraphraser Albert Camus. L'as, l'hubris qui anime le président tunisien plonge le pays dans une spirale de la régression morale qui s'ajoute à la crise politique, économique et sociale. Mais déjà, faut se poser les questions. Qu'est-ce qui génère un président dans ce cadre-là? Peut-être une crise d'abord économique, puis sociale, qui génère une crise politique, et cette fameuse régression morale. Régler le problème économique, vous éliminerez le reste, mais ça, non. Un échec collectif, la transition démocratique entamée en 2011 sur fond d'instabilité politique n'a pas réussi à définir un nouveau modèle de développement plus juste à la hauteur de la demande exprimée par la volonté générale. C'est beau tous ces termes, tous ces poussifs, mais est-ce que ça veut dire quelque chose? J'en ai pas vraiment l'impression. Alors peut-être les responsabilités et acteurs politiques qui se sont succédés au pouvoir ont incarné l'impuissance face à l'urgence de la bataille pour l'emploi, de l'amélioration des services publics, de la lutte contre la corruption. Cet échec collectif nourrit un profond désenchantement et un désespoir, moteur de l'exil de milliers de Tunisiens sans perspective d'avenir. L'exil, et où s'exile-t-il? En Italie, en France, en Allemagne? Où vont-ils, ces pauvres? Une véritable saignée pour un pays dont la principale richesse est humaine. Ah bah, vous voyez, la ressource humaine quand même, hein. Un sombre tableau dans lequel persistait néanmoins la force du symbole, celui d'une expérience démocratique unique en son genre dans le monde arabe, portée par un appel universel à la dignité. Une aventure dont l'issue démocratique n'était pas acquise, mais dont l'existence même a nourri un rayonnement mondial inversement proportionnel à la taille du pays. Donc un statut d'exception consacré par un prix Nobel de la paix en 2015. Aujourd'hui, la poursuite de cette expérience politique est clairement en jeu. La vitrine démocratique du monde arabe se brise sous le poids d'un populisme présidentiel régressif. Alors, la dérive personnelle, on va peut-être sauter un petit peu tout ça. On va essayer, bouc émissaire subsaharien face au syndrome de l'impuissance difficile à assumer pour la figure d'homme fort qui souhaite incarner le président tunisien. Celui-ci a cédé à un réflexe populiste bien connu dans les vieilles démocraties occidentales, cibler un corps étranger. Ça veut donc dire que c'est une société démocratique d'obsédience occidentale. Donc, de quoi vous plaignez-vous? Vous avez ce que vous vouliez. Ils en ont le décorum, ils en ont aussi les faiblesses. Ce sont les subsahariens qui en font les frais. Des gens en situation irrégulière, aiment-ils à préciser. Cette présence étrangère croissante, quelques dizaines de milliers d'individus, étudiants et migrants en transit. Ils sont en transit. Donc en fait, ils ne font que passer. C'est intéressant cette information. Régulière et irrégulière souligne l'africanité de la Tunisie, déjà bien ancrée dans son histoire et sa culture. Alors, il y a l'africanité de la Tunisie. Et sachant que la Tunisie est située en Afrique, l'africanité me semble aller de soi. Ou alors, on ne parle pas de la même chose. C'est possible aussi. C'est possible. Mais vous savez, moi, je suis un esprit faible, hein. Moi je suis bas de plafond, je comprends pas tout, faut m'expliquer. Mais est désormais perçu comme une menace identitaire et sécuritaire. Une logique complotiste et xénophobe. Donc, il y a une logique complotiste, alors de voir des personnes arriver qui n'ont pas été sautées ou qui passent par là, mais qui par leur présence génèrent des coups.
c'est une logique complotiste et xénophobe. Xénophobe comme tu y vas, mais pourquoi pas, allons-y. Anime ainsi les récentes déclarations présidentielles par lesquelles l'immigration relèverait d'un plan criminel pour changer la composition du paysage démographique en Tunisie. C'est marrant, cette chanson, je l'ai entendue autre part. Ah, c'est fou quand même. Et vous remarquerez que la barre des gens qui sont pris par cette folie donc, et cette logique complotiste, la ligne va de plus en plus au sud. Ah, bientôt, elle va arriver à Abidjan, à ce rythme-là. Hein. Certains individus ayant même reçu de grosses sommes d'argent pour donner la résidence à des migrants subsahariens. Le but de cette entreprise machiavélique viserait à affecter l'identité arabo-islamique du pays. Lors du récent Conseil de sécurité nationale, Saïd a évoqué des hordes de migrants clandestins, source de violences, de crimes et d'actes inacceptables. Alors, il n'y a pas de horde de migrants clandestins? Une horde, ça n'a pas besoin d'être plus de 50 000. Mais somme toute, pourquoi pas? Source de violence, de crimes et d'actes inacceptables. Moi, je transpose toujours. C'est marrant. Dans nos pays, on a cet ordre d'idées aussi, je sais pas. Et c'est des termes qui ne me choquent pas. Alors, peut-être parce que ce président n'est pas un démocrate. Là, comme je disais tout à l'heure, qu'est-ce que fait BHL? Où sont les Mirage 2000 qui vont raser le palais présidentiel? La thèse Made in France du grand remplacement connaît ainsi un nouvel adepte. Dans un pays où la question raciale traverse l'histoire. La thèse touche un imaginaire collectif travaillé par l'esclavage et la colonisation. L'imaginaire collectif, oui, c'est tellement plaisant. C'est écrit de façon très envolée, très lyrique. Ces épisodes ont façonné une représentation méprisante des Noirs, y compris nationaux, près de 15% de la population tunisienne est noire. Face à des manifestations et violences racistes exprimées dans l'espace public, la Tunisie post-Ben Ali s'était voulue à la hauteur de son message. Un débat sur le racisme avait émergé et a permis l'adoption d'initiatives louables. Ainsi, la Tunisie est le premier pays du Maghreb et le second du continent africain, après le Sénégal, à avoir institué une journée nationale célébrant l'antiracisme. C'est bien. Le prédécesseur de l'actuel chef de l'État, feu Benji Caïd Essebsi, avait choisi la date du 23 janvier, en hommage au décret d'abolition de l'esclavage pris par le bey de Tunis, Ahmed Ier, le 23 janvier 1846. Avec une longueur d'avance sur les États-Unis et la France. En outre, dans le même esprit, le 9 octobre 2018, une loi visant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale dans les pays a été votée. C'est un événement sans précédent. Jusque-là, la notion de racisme n'existait pas devant la justice. C'est également une première historique dans le monde arabe. Et cela aussi, la déclaration du président actuel marque une réaction morale et violant l'esprit de la révolution. Si ça viole la révolution, mon Dieu. En réalité, si la démocratie n'est jamais acquise, la crise actuelle ne saurait mettre un terme au processus né il y a plus d'une décennie. Face à la tentation contre-révolutionnaire, il revient non à un homme seul, mais au peuple tunisien d'écrire la suite de l'histoire, souverainement et dignement. Le petit article de l'Obs, il est plein d'envolées lyriques, c'est joyeux, c'est festif. Action collective. Non au discours haineux prôné par la plus haute autorité tunisienne. Rassemblement le 3 mars à 17h devant l'ambassade de Tunisie à Paris. Secouée par une dérive autoritaire sans précédent, la Tunisie vient de franchir un nouveau pas dans l'inadmissible. L'adoption par le chef de l'État et le Conseil national de la sécurité d'une série de mesures découlant directement de thèses racistes et xénophobes qui visent les migrants subsahariens. La déclaration officielle au plus haut niveau vient ainsi conforter dans un élan populiste qui tient lieu de ligne politique une campagne haineuse qui a été
été menée depuis un certain temps et qui risque d'ébranler le tissu social et une population déjà fortement malmenée par les conséquences des crises socio-économiques. Cette dérive raciste déclenchée par une minorité est un coup porté aux aspirations de la révolution fondée, faut-il le rappeler, sur les valeurs de liberté, de justice, d'égalité, de dignité. Bah oui, mais qui dit crise économique, et puis si elle est socio-économique en plus, Vindiou, et il y a des retours à ce populisme, comme vous dites, porté dans un premier temps par quelques groupes et relié par certaines pages de réseaux sociaux proches du pouvoir tunisien. Cette campagne reprend à son compte les pires travers des idéologies et des thématiques prônées par les mouvements identitaires et d'extrême droite en Europe et aux États-Unis. C'est la faute des Blancs, je vous l'avais dit, on y arrive enfin. Le problème, c'est les Blancs, l'Européen. On vous le dit, on vous le répète. Pourquoi ne voulez-vous pas entendre ? En effet, outre le fait qu'ils exigent l'expulsion des migrants subsahariens, les initiateurs de cette campagne reprennent à leur compte la thèse xénophobe du grand remplacement. Ces derniers n'hésitent même plus à demander l'abnégation de la loi criminalisant les actes, propos et discriminations racistes, loi adoptée le 23 octobre 2018. Ah, c'est vrai que c'est pas très vieux. Nous, Tunisiennes, Tunisiens vivant à l'étranger, qui à un moment ou à un autre de notre parcours dans le pays d'accueil avons été confrontés aux discours xénophobes et aux actes racistes, pouvant même parfois aller jusqu'à l'assassinat. Oh, pauvre chérie. Nous pouvons admettre qu'en Tunisie se diffusent et se banalisent aussi facilement des discours haineux et racistes. Nous comptons sur la solidarité active de toutes celles et ceux qui ont toujours lutté contre le racisme et la xénophobie, et les appellerons à faire barrage avec nous à cette ignominie et à nous aider dans notre combat pour une Tunisie libre, démocratique et accueillante. Si tu veux faire quelque chose pour la Tunisie libre, démocratique et accueillante, il faut aller en Tunisie. Je pense pas qu'y aller devant l'ambassade va faire quoi que ce soit. En tout cas, ils exigent l'arrêt des poursuites et arrestations arbitraires contre les migrants subsahariens, la libération immédiate des migrants arrêtés, la dénonciation des propos et actes racistes de l'application de la loi de je sais plus quoi, on s'en fout. Nous appelons tous les démocrates et la société civile en Tunisie à condamner sans réserve ce nouveau discours officiel étranger à notre histoire et à notre culture et ces campagnes haineuses et xénophobes. Nous les exhortons à manifester leur solidarité active aux migrants subsahariens. Nous appelons les Tunisiens en France et à l'étranger de dénoncer activement le racisme et la xénophobie dans notre pays. Nous appelons tous les démocrates en France et en Europe au soutien et à la solidarité. Manifestation de soutien, donc devant l'ambassade de Tunisie. Alors, qui c'est qui est signataire ? Alors, le comité pour le respect de liberté et des droits de l'homme en Tunisie. Eh ben, dis donc. C'est les cousins germains de notre association pour les droits et libertés, etc. en France, qui est toujours signataire des trucs un petit peu borderline. Alors, l'association démocratique des Tunisiens en France. Connais pas. Association des Tunisiens en France. Tu te répètes. Le collectif 3C. QQ, c'est ça ? Fédération des Tunisiens citoyens des deux rives. Le pont de Genève, Suisse, UNIT, Tunisie. Tiens, l'UNIT, Union des travailleurs immigrés tunisiens, l'UTIT, Courant démocratique France Nord. El Jouri France, El Massar France, Parti des travailleurs section France. Et alors, on a les associations. Alors, Agir pour le changement et la démocratie en Algérie. Tiens. Assemblée des citoyens originaires de Turquie. Pourquoi pas. Association des femmes plurielles. Pourquoi qui encore ? Association des Marocains en France. Association de la défense des droits de l'homme au Maroc. Association des travailleurs maghrébins de France. Association des taxations de transactions financières pour l'action citoyenne. Attaque, les fameux attaques. Le 7 Team, le Cibélé, la coalition internationale des sans-papiers migrants. Tiens, elle est belle celle-là, la coalition internationale des sans-papiers et migrants. Est-ce qu'il fallait l'inventer celle-là ? Collectif des sans-papiers CS75 et pourquoi pas Correns, le Hauts-de-France, Europe solidaire sans frontières. Alors l'Europe solidaire sans frontières, vas-y. La Fondation Franz Fanon, le Forum Palestine Citoyenneté, groupe d'information et de soutien des émigrés. En fait là, on nous parle de gens et de pays dont la démocratie est absente. C'est beau quand même, Ligue des droits de l'homme, tiens, la LDH, on en parlait, le mouvement contre le racisme pour l'amitié entre les peuples, le MRAP, tiens, l'ANECFA, échange franco-algérien, le réseau féministe rupture, Riposte internationale, tiens, Riposte internationale, on les retrouve tous, Solidarité internationale LGBTQI+,
Bah tiens, vous voyez, c'est tous ces petits gens, hein, on les connaît bien. Hein, ils sont toujours là, hein, bah, ils sont là aussi. SOS Racisme, l'Union Juive Française pour la Paix, l'UJFP, bah tiens, alors il y a des syndicats, la CFDT, bah tiens, le FSU, Fédération des syndicats unifiés, et l'USF, l'Union syndicale solidaire. Et des partis ensemble, ensemble, Europe Écologie, ah bah tiens, le ELV pour une écologie populaire et sociale, le PEPF, la France Insoumise, Mouvement des Progressistes, ah bah je les connais pas ceux-là, Nouveau Parti Anticapitaliste, la NPA, bah tiens, le Parti Communiste et le Parti Communiste des Ouvriers de France. Alors t'as le Parti Communiste Français et le Parti Communiste des Ouvriers de France. Ah bah ça fait une belle fourchette tout ça, hein. Ah bah, je suis pas mécontent d'avoir lu tout ça. Bon, en tout cas, je pense qu'on a bien situé le truc. Hein, en fait, je suis parti de cet article-là, donc le Gesti, là, ce communiqué, hein, cette action collective qui va aller manifester devant l'ambassade de Tunisie à Paris. Hein. Et puis vous avez vu, il y a du beau monde. Hein. S'il n'y a pas minimum 5000 personnes devant, franchement, on se demande. Hein. Non, franchement, c'est... Oh là 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 là, oh. Mais ça, c'est un coup. Je suis sûr que c'est Zemmour derrière tout ça. C'est pas possible. Hein. C'est pas un ancien Tunisien, Zemmour. Hein. C'est pas non, oui, des d'Algérie. Ah, mais je sais pas, moi. Je me pose des questions. Ah non. Ah, ils sont beaux. Ah, ils sont beaux. Bon. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu de ce que je voulais vous montrer. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié, vous mettez un j'aime, vous vous abonnez à la chaîne, vous commentez, et il faut commenter, parce que c'est important parce que ça permet que je connaisse un petit peu votre opinion sur la vidéo et le sujet qui est abordé. Et accessoirement, c'est aussi bon pour le référencement, c'est comme le petit j'aime. Donc j'ai dit aussi que de vous abonner, etc. Bah, je crois que j'ai tout dit. Hein. Suivez-moi sur les réseaux sociaux. C'est important pour le référencement. C'est important pour interagir avec moi. C'est important pour savoir quand une nouvelle vidéo sort. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.